Un café, l'audition, le magazine du développement durable et de l'économie solidaire, magazine proposé par l'association Evaleco, avec ce soir Carole Goffard. Bonsoir Carole. Anne-Cécile Dutertre. Bonsoir. Salut. Et Philippe Chemla. Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, on va parler de café associatif pour différentes raisons. D'abord parce qu'il y a des projets qui sont en émergence ici sur le territoire du Pays de Grasse, et surtout parce que ça s'inscrit dans une longue histoire qui a vu les cafés évoluer au fur et à mesure, et il nous a semblé intéressant de faire un petit retour en arrière et peut-être de commencer par un historique de ces lieux, d'abord et avant tout de rencontres. Donc effectivement, c'est une notion qui nous est familière et qui date un petit peu, sans pour autant réussir à trouver le plus vieux café, le plus vieux bar ou le plus vieux bistrot. On a déjà retrouvé le plus vieux café de Paris, en fait, qui date de 1686, qui a été lancé par un Italien, qui s'appelle le Procop. C'est à peu près vers cette période qu'on voit des cafés et des bistrots émerger, mais c'est pas juste des endroits où on vient boire, parce que par exemple, pendant l'époque des Lumières, donc on a énormément de scientifiques, d'artistes, de philosophes qui s'y retrouvent et qui échangent autour de leurs idées, qui construisent de nouvelles idées. Donc on a vraiment l'idée d'un lieu qui est créatif, qui est optimiste, on refait le monde et qui est franchement politiquement engagé. C'est des lieux où on picole, quoi. Voilà, c'est plutôt des lieux où on se retrouve, où on découvre aussi d'autres personnes, d'autres idées. Des lieux de rencontre, des lieux de débat, c'est ça ? Voilà, complètement. Donc on a ce côté lien social qui est excessivement fort, mais on a aussi cette idée de créer ensemble. C'est l'idée de ce brassage social, ce brassage des idées qu'on retrouve donc quelle que soit l'appellation. Donc ça peut être un bistrot, ça peut être un bar, une guinguette, un pub. Mais il y a vraiment ce côté où on est ensemble et on n'est pas juste là pour boire un verre. On construit des idées. C'est ce qui m'amène un petit peu plus tard dans le temps, effectivement, où au-delà de cette idée, donc où on peut avoir ce côté pédagogique, ce côté culturel, ce lieu de rencontre. Donc ce qui nous amène du coup à 1941. Je sais, ça fait un grand mot. Mais auparavant, à la fin du 19e siècle, on retrouve dans ces lieux ce brassage et avec une dimension politique. Effectivement, parce qu'il y a aussi du coup, avec cette époque des Lumières, on avance un petit peu et arrive ce moment où les idées se construisent, et on arrive aussi au moment où les idées de la Révolution se construisent. Donc on retrouve vraiment ce côté où donc tout ce qui va être café, bar, bistrot ont cette caractéristique qu'on appelle lieu debout. C'est des véritables lieux de résistance et de débat quotidien. Donc c'est un héritage qu'on a encore aujourd'hui et qu'on a gardé malgré en fait des difficultés qui sont mises en place en fait au niveau des bars et débats. Je parlais de 1941. En fait, pendant l'occupation, le maréchal Pétain lance les licences pour contrôler les débits de boissons et en fait du coup pour essayer d'enlever ce côté de lieu d'insoumission, de colère collective. Il n'avait pas entièrement tort, puisque pour Balzac, les cafés, c'était les parlements du peuple. Voilà. Donc on sent quand même que effectivement ça fait un peu rempart. Donc effectivement on voit encore aujourd'hui l'impact d'une législation de plus en plus difficile. Donc au niveau par exemple du débit de boissons, mais aussi au niveau des normes d'hygiène et des choses comme ça. Mais et de lutte contre l'alcoolisme aussi quand même. Alors de lutte contre l'alcoolisme, oui et non, parce que si on regarde un petit peu les chiffres, donc moi je me base sur ce qu'a dit Ibidem en 2012. Il y a un véritable rôle de contrôle social en fait, de contrôle par les tiers. Il y a un regard par les autres, et ce qui fait que en fait on reste sur des chiffres très faibles au niveau de l'alcoolisme, donc moins de 5% dans les cafés et des bistrots. Donc c'est ce qui vraiment me pousse à dire que ces endroits ne sont pas des lieux pour consommer, pour boire. En fait, on est vraiment sur un lieu où on rencontre ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas. Donc ce qui fait que c'est deux appellations, quoi, enfin deux notions qui cristallisent un petit peu cette notion de lien social. Donc c'est des lieux qui sont qualifiés d'hôpital des gens bien portants ou de bouée de sauvetage pour les gens seuls. Hôpital pour gens bien portants, c'est bien. C'est assez étonnant. Et en fait, donc. Mais ce sont aussi des endroits où on s'arrête. Ce sont des endroits où on s'arrête entre le moment où on sort du travail, que ce soit à l'usine ou le bureau, avant de rentrer chez soi. Il y a aussi cette dimension-là qui traverse le temps. Exactement. C'est à mi-chemin entre tout ce qui va être
privé, ce qui va être public. C'est à mi-chemin entre le travail et le logis. C'est vraiment un tiers-lieu. C'est quelque part qui change, sur lequel on fait une pause, où on se nourrit aussi l'esprit, où on rencontre de nouvelles personnes, où on va avoir autre chose, en tout cas, un tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est-à-dire un endroit qui n'est ni l'usine, ni la maison. Et ça ouvre un champ des possibles absolument fascinant. C'est un sas. Voilà, c'est ça. Parfait pour ce petit historique qui permet quand même de bien montrer que les cafés associatifs tels qu'on les conçoit aujourd'hui, à côté des initiatives privées de pubs, tout ça, s'inscrivent dans une histoire un petit peu longue. On va faire un café et l'audition sur Agora Côte d'Azur. Continuons cette conversation autour des cafés associatifs. On a vu qu'ils s'inscrivaient dans une histoire longue. Tu nous dis aussi que après la Seconde Guerre mondiale, avec une législation de plus en plus contraignante pour diverses raisons, on passe d'un nombre relativement important, rappelle-moi. Donc on dénombre 400 000 en 1950, sauf qu'aujourd'hui on n'est pas du tout dans ce même nombre. On peut en lister à peu près 35 000 aujourd'hui, ce qui est vraiment rien par rapport à 1950. C'est étonnant, pourtant on a l'impression de voir des cafés de partout. Et donc ces initiatives de cafés de type associatif, où est-ce qu'on les trouve aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on en trouve énormément, mais dans plein de lieux différents. On peut trouver des cafés associatifs au milieu des grandes villes, dont certains effectivement se qualifient de cafés associatifs de quartier, mais pas seulement. Il y en a aussi effectivement en zone périphérique ou bien dans des villes moyennes. Quelque chose qui m'interpelle et qui me met pas mal de bonne humeur, c'est qu'on en trouve aussi beaucoup dans le milieu rural. Et avec pour quelle raison ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette émergence dans les petites villes ou en milieu rural? Il y a des raisons particulières? Alors pour ma part, donc ça c'est mon avis, on a beau avoir une réglementation de plus en plus restrictive, on peut pas restreindre le besoin de lien social, et on a vraiment de côté, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment le Parlement du peuple. On a besoin de se retrouver et de pouvoir échanger, de pouvoir construire ensemble. Donc ce côté café associatif, on en parlera juste après, permet de refaire ce lien, mais pas juste du lien social, permet de construire. C'est aussi parce que justement on a un problème en milieu rural où les commerces disparaissent, et effectivement on note que c'est un lieu où l'on consomme un café, une boisson, un jus de fruits, mais aussi où on peut proposer des activités qui permettent aux gens de se rencontrer à nouveau et d'être dans une certaine action. Autant pour pas parler de leur village, mais de pouvoir peut-être échanger des savoirs, échanger des savoir-faire. Et peut-être concevoir des projets, du coup. Pour revitaliser effectivement le village, la commune. Ouais. En fait, il y a des expériences qui existent. On a bien vu que des projets de revitalisation, de reprise en main, en définitive, par les habitants, partent d'un endroit de rencontre. Et c'est vrai que quand on se rencontre, on partage. Et qu'est-ce qu'on partage ? À boire et à manger. Donc du coup, c'est sur à boire et à manger, c'est plus que ça. Donc sur les cafés associatifs, on va retrouver, je pense pouvoir dire pour la totalité, l'idée qui va plus loin que juste boire un verre ensemble ou grignoter quelque chose. Et on va parler dans ce cas de thématiques, en fait. Dans certains cafés associatifs, on parlera par exemple de café-librairie où on vient... Peut-être avant, Anne-Cécile, si tu veux bien, ces cafés malgré tout s'organisent. Ils s'organisent en réseau, enfin en tout cas certains. Oui, effectivement. On a donc par exemple le réseau des cafés culturels et associatifs qui permet à énormément de projets qui sont en émergence. C'est un réseau qui existe maintenant depuis plus de 20 ans, je crois. Il est né donc du coup en 1999. Ouais, alors presque 20 ans. Et donc du coup à la base c'était plus l'idée donc c'était un café autour de l'idée de lire ensemble. C'était les cafés lecture. Ouais. Voilà. Et il y a beaucoup d'initiatives qui ont commencé à échanger entre elles, qui ont commencé à se dire que ensemble c'était plus facile, on était plus fort. Donc d'où l'idée de créer donc à partir de ce collectif informel en 2002 une association, donc d'où le nom qu'on retient aujourd'hui, donc de réseau des cafés culturels associatifs. Donc au départ, ça part du réseau des cafés lecture, et puis au fur et à mesure, ce réseau s'élargit en fonction des thématiques
que les initiatives choisissent, au-delà de la lecture. Voilà, exactement. En fait, chaque initiative, chaque café associatif va avoir sa spécificité. Et on n'est pas juste sur des cafés lecture. Il y a des thèmes très très différents. Donc, on peut avoir des cafés. Qu'est-ce qui fait que les thèmes soient différents? Qu'est-ce qui fait les différenciations? À mon avis, ça part quand même des envies. On parlait de l'historique sur les échanges. Ça parle des différentes envies, des différentes cultures, des identités, des engagements politiques, des engagements philosophiques, ce genre de choses. À mon avis, oui, parce que c'est quand même des lieux d'échange où on apporte déjà ses idées et en construisant quelque chose justement par l'échange. Donc il y a plein de choses qui ressortent. C'est l'occasion de créer des cadres, des immenses champs du possible, d'où la diversité aussi. On se retrouve avec une liste à la Prévert de cafés plus quelque chose, c'est ça? Voilà, le café rural, le café citoyen. Le café mobilité, café des familles, café solidaire, café recyclerie, café participatif, archéologie, on a les éco-cafés, les cafés couture, les cafés langue, enfin, ça peut durer un moment. N'importe quoi, mais café d'abord. Mais voilà, il y a vraiment cette idée que c'est pas, enfin, à chaque fois on retrouve le terme café, certes, mais cette idée que le cœur de ces projets, voilà, il est autour des thématiques et je sais pas si on peut appeler ça une programmation, mais en tout cas des animations qui sont proposées dans ces cadres-là et vraiment sur cet échange, sur ce lien social qui construit en fait, comme je disais, le champ des possibles. Donc en fait, quand on parle de café culturel ou de café associatif, on va utiliser un terme plutôt générique, un terme généraliste. C'est voilà. Ça. Et puis en fonction de chacune des initiatives, de chacun des territoires, de chacun des collectifs, il va y avoir une couleur un peu différente. Mais est-ce qu'il y a eu des modes ou des évolutions au fil des années? Oui, déjà on peut voir. J'avais repéré quelques trucs. Donc de 98 à 2004, on voit qu'il y a effectivement beaucoup de projets autour des cafés-jeux. Donc où on vient. Les cafés-jeux. J-E-U-X. Voilà, exactement. Ouais, café jeu où je suis tout seul, c'est ça? Ouais. C'est vachement triste. Donc on vient faire des jeux de société, on vient faire du go, des échecs, s'amuser ensemble en fait. Après, de 2003 à 2009, on est plus autour des cafés épiceries. Donc avec l'idée, pourquoi pas de circuits courts, l'idée de pouvoir proposer des produits ou bien de pouvoir échanger en tout cas autour de je sais pas si on peut dire la consommation, mais l'alimentation, la cuisine aussi. Voilà. Et il y a une notion de service qui est associée. Alors il y a la notion de service. Donc plus dans le sens où ce qu'on retrouve facilement, c'est qu'il y a souvent des personnes qui accueillent et des personnes qui sont accueillies. Donc la spécificité de la plupart des cafés associatifs, c'est ce côté où ça va être des structures de l'économie sociale et solidaire, donc des associations, des coopératives, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, pourquoi pas, mais qui vont organiser donc l'animation. Et il y a énormément de bénévoles en fait. Et c'est par ce côté bénévole que la programmation se fait, que en fait l'énergie est possible. Je trouve que c'est quelque chose d'absolument fabuleux et en plus la plupart des cafés associatifs comme ça ont ce côté où n'importe qui a envie de s'investir, qui a envie de rendre le lieu vivant, qui a envie de pousser les animations ou bien d'être là. Ça se fait au détriment de la partie café. Il y a quoi? Il y a un glissement de la partie café vers la partie animation et thématique. Il y a des recherches d'équilibre. Qu'est-ce qu'on peut observer? Alors effectivement, c'est toujours ce problème de mise en tension. Est-ce qu'on est sur un café traditionnel, donc il y a quand même ce côté lien social, ouais, ou est-ce qu'on est sur un café associatif où on est tous moteurs du lieu? En fait, comme on pouvait voir sur les noms, donc café librairie, café rural, il y a toujours ce côté café et la thématique qui vient, qui est rattachée, mais aussi ce point de vigilance sur les glissements, que ça ne devienne pas des lieux juste de consommation, mais qui soient portés par les thématiques. Ouais. Mais on observe aussi des thématiques au bout du compte qui finissent par se structurer en réseau elles-mêmes. Par exemple, les cafés, la thématique enfants, où on a un réseau aujourd'hui des cafés des enfants, je crois depuis quelques années, de 2010, 2011, quelque chose comme ça. Mm-hmm.
Donc ça va être des lieux qui auront quand même la spécificité d'avoir une partie spéciale sur l'accueil et de l'animation qui est accessible aux enfants, les enfants, les familles. Voilà, donc on peut imaginer sur certains, par exemple, il y avait des espaces de troc, de dons, de jeux, des espaces pour lire ensemble, pour recréer du lien entre les parents et les enfants, pouvoir faire ensemble. Ça me fait penser à une initiative locale. Mais il y a aussi, on a vu la même chose autour des cafés-jeux, on a vu la même chose autour des cafés mobilité, qui se sont structurés dans un réseau aujourd'hui où on retrouve les ateliers vélo. Et ce réseau s'appelle Le Recyclage, et c'est directement issu de ces différentes dynamiques dont l'origine sont des cafés associatifs. Un café et l'audition, le magazine du développement durable et de l'économie solidaire proposé par l'association Evaleco, deuxième partie. On va continuer cette conversation autour des cafés associatifs qui, malgré tout, tournent tous, ou en tout cas en majorité, autour d'une notion de réappropriation. De réappropriation du territoire, de réappropriation démocratique, de réappropriation citoyenne. Ça s'inscrit dans le temps, mais c'est toujours aussi présent aujourd'hui et on a quelques exemples sur certains territoires. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on a pu observer. Je pense notamment à énormément de projets qu'on peut retrouver au niveau des petites villes, des bourgs et du milieu rural. En fait, c'est sur beaucoup de projets, on se retrouve quand même sur des territoires qui peuvent être en déclin économique ou démographique. Et ce point commun qu'on peut retrouver sur beaucoup de projets, de cette envie, de cette volonté, même ce besoin collectif des habitants, en fait, de réagir, de se prendre en main pour lutter contre le déclin, pour de réagir ou de résister. De réagir ou de résister, de plus forcément attendre soit de l'État ou bien des acteurs économiques, mais vraiment on a cette notion d'initiative citoyenne, parce qu'ils ont envie de se retrouver, d'agir, de créer du lien, de créer par eux-mêmes la dynamique qu'ils auraient pu attendre. Donc ça peut être des dynamiques culturelles ou citoyennes, mais moi je trouvais que c'était quelque chose de quand même vachement fort. On se retrouve sur des territoires qui sont pas toujours évidents. On peut se retrouver même sur des très petites communes. Je regardais par exemple la campagne de la commune de Chouvigny de 220 habitants qui accueille effectivement un projet de café associatif, et des exemples comme ça il y en a énormément en fait. Donc c'est pas réservé aux grandes villes, c'est pas réservé aux quartiers qui sont avec énormément de monde où ça bouge dans tous les sens. On a aussi cette augmentation des projets de café culturels et associatifs qui foisonnent dans sa grande majorité effectivement dans des zones qui sont pas forcément très urbanisées, qui sont pas forcément si je peux dire très gâtés. Cette notion de réappropriation, voire de souhait de démocratie ou de citoyenneté, on la retrouve plutôt bien décrite, elle apparaît bien dans la charte des cafés associatifs, Carole. Oui, et juste pour ajouter, je dirais que pour résumer, il s'agirait même de consommer autrement, d'échanger autrement et d'avoir cette envie qui pourrait générer effectivement la volonté, l'envie de créer un café associatif pour vivre ensemble autrement. On a donc un réseau des cafés associatifs qui existe au niveau national, et on n'est pas obligé d'adhérer à ce réseau si on souhaite créer un café associatif, mais on peut le faire, ce qui facilite largement la tâche, puisqu'ils ont défini une charte qui est en 6 articles, simples et courts et efficaces. Un premier article qui définit que si on souhaite, dans le cadre de cette charte, créer un café associatif, alors ce café associatif aura une vocation, un but non lucratif. Et il faut bien, et là on pourra peut-être en discuter après, discuter sur le modèle économique, puisqu'il faut bien un minimum de revenus pour faire vivre ce café associatif, mais dans tous les cas, ce qui sera généré d'un point de vue économique sera redistribué totalement pour le développement et en tout cas le maintien de ce café associatif qui est mis à disposition de tous. Le deuxième article concerne, on l'a abordé tout à l'heure, la thématique. On peut choisir de privilégier une thématique
ou d'en privilégier plusieurs. On est parti effectivement sur la base du café lecture. On peut y proposer bien d'autres choses sur la base des propositions des bénévoles, des gens qui fréquentent ce lieu. Troisième article, voilà, c'est plutôt relatif à ce qu'on peut retrouver un peu partout et surtout dans le monde de l'Internet, c'est faire attention à ce qu'on vient y dire, on vient y faire, donc on va proscrire tout ce qui peut être à caractère de xénophobie et autres. On est dans la bienveillance. L'article 4, c'est vraiment revenir sur le fait que ce soit un lieu de convivialité et c'est ce qui doit privilégier au sein de la dynamique qui est créée dans ce lieu. Pour l'article 5, on rejoint l'aspect non lucratif, c'est que la finalité, effectivement, du café associatif doit primer sur l'aspect commercial. On a aujourd'hui différents types de cafés. On a ce qu'on appelle aussi d'ailleurs des social bars, où quand même c'est l'activité économique qui va être privilégiée, où on va servir à boire et à manger, mais voilà, on va avoir des salariés et on va essayer de faire en sorte que cette source de revenus puisse permettre de financer les salaires ou alors les bénéfices. Pour le dernier article, là c'est vraiment spécifique à la charte du réseau des cafés asso puisque ça engendre le fait de s'engager à être solidaire entre cafés associatifs, donc au niveau national, de se rencontrer, de pouvoir échanger sur les pratiques pour pouvoir évoluer, résoudre peut-être des problèmes, bénéficier des petits bons plans au niveau de ces pratiques. Donc si vous voulez plus d'informations, vous avez un site internet qui est le réseau des cafés asso. Donc vous remplacez le O par la lettre O et vous tombez sur le site internet qui se finit par un .fr. Un café l'audition du coup sur Agora Côte d'Azur. On va entrer peut-être un peu dans le concret puisqu'il y a un projet de café associatif qui se réfléchit actuellement sur le site de la société coopérative Tetris à la Marigarde, à la gare de Grasse, à l'initiative de l'association Evaleco et donc il y a un processus qui s'est mis en place. Donc effectivement, on a commencé à se rencontrer. Il y avait l'idée qui était un peu dans l'air. On était plusieurs à commencer à tilter un petit peu. Donc on a commencé à en discuter. On s'est réunis plusieurs fois autour de cette idée de créer ensemble, de rêver ensemble. Il y a aussi une salle. Et il y a aussi une salle, et ça c'est quand même un sacré plus. on peut effectivement, ça fait déjà un super lieu pour se rencontrer, pour déjà parler de ce projet, mais on a envie de pousser un petit peu et que ça soit pas juste pour en parler et pourquoi pas pour faire ce projet. Donc on s'est retrouvés à plusieurs individus, plusieurs structures, à essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on voulait que soit ce café associatif. Comment vous avez organisé ces rencontres alors déjà, c'était des rencontres ouvertes qui sont toujours avec cette idée de si ça vous intéresse, venez, vous êtes plus que les bienvenus parce qu'il y a plusieurs, il y a plus d'idées, il y a plus de rêves, il y a aussi plus de possibilités de pousser cette idée dans la réalité. Il y a plus de contradictions aussi. Il y a plus de contradictions, mais c'est ce qui fait la beauté des projets aussi, c'est ce qui fait leur richesse. Donc pourquoi pas, venez avec les contradictions, on est preneurs aussi. Et en fait, ces rencontres, effectivement, où tout le monde est le bienvenu, consistent en ce qu'on a appelé des apéros création. Mais je voudrais juste revenir sur l'origine justement de ce projet de création de café associatif, puisque Evaleco, association d'éducation populaire au développement durable, existe depuis 2008 et propose depuis cette année 2008 des cafés débats, des apéros lecture, des projections échanges, etc., et que nous sommes installés donc au sein de Tetris, au sein de ce collectif de structures à plusieurs avec des diverses activités qu'on retrouve dans les thématiques de café asso dont on a parlé tout à l'heure, et à proposer aussi des diverses animations. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, ayant ce lieu, la salle de convivialité, qui est extraordinaire, je vous invite à venir la visiter et à y passer un moment avec nous, avec ce lieu, mais aussi ces structures qui sont force de proposition au quotidien, tout au long de l'année. Il y a eu cette envie commune, justement, de pouvoir au mieux exploiter ce lieu et d'être au plus proche, justement, des habitants, puisqu'on est quand même situé au sein de la Marigarde, nombreuses
sont ceux qui passent au quotidien, qui n'osent pas forcément pousser la porte de la curiosité. Nous avons les œuvres de Nadège Pagès, donc un gros pingouin tout noir qui a été dernièrement réparé car il s'était fait étêter par la tempête. N'hésitez pas à venir et à passer parce qu'on est largement ouvert, l'entrée est libre et le but c'est que tout à chacun puisse se sentir légitime justement de venir se poser, de boire un café, un thé, juste prendre un livre ou venir faire connaissance avec d'autres personnes. Donc créer ce café associatif, c'était effectivement quelque part formaliser cette invitation pour qu'on puisse encore plus se permettre de passer la porte. Au niveau donc des apéro-créations, on en est aujourd'hui bientôt au 6e. On a commencé donc cette aventure d'invitation à se rencontrer sur ce sujet depuis le mois de janvier. Donc ça nous fait à peu près une rencontre par mois, qui a eu lieu d'ailleurs dans cette salle de convivialité, puisque quoi de mieux que d'y être pour pouvoir en parler et la conceptualiser, lui donner vie. Donc on a travaillé sur différentes thématiques, et la dernière d'ailleurs c'était une invitation faite aux structures qui existent sur le territoire grassois, mais aussi au-delà, puisque aujourd'hui on a déjà plusieurs associations qui font régulièrement des événements sur différents sujets. Donc invitation donc à ces structures de venir participer, parce que l'objectif c'est de faire une gestion et une animation de ce lieu qui soit multistructure, et ça c'est rare. Donc c'est une bonne chose que de faire cette proposition. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Un café associatif qui soit au service d'eux et qui cherche pas à vivre pour lui-même, quoi. C'est un petit peu ça ce que tu es en train de nous dire. C'est surtout c'est favoriser les rencontres. On parlait d'ailleurs de modèles économiques. C'est aussi peut-être proposer un modèle économique qui soit pluriel, que ce lieu soit vraiment dans sa totalité et globalité pluriel, que des habitants de toutes parts viennent effectivement se rencontrer. Je crois que ça serait le terme commun et pluriel. Je crois qu'Anne-Cécile parlait aussi de développement du pouvoir d'agir et puis du faire ensemble. Voilà. Donc sur effectivement au niveau de la Marigarde et des structures qui déjà ont proposé beaucoup d'idées et beaucoup d'envie sur des choses possibles. Quelque chose qui revient très souvent, c'est justement développer ce pouvoir réel de faire. Donc on peut parler d'empowerment, de capacité au sens large en fait. À chaque fois, si je devais trouver un point commun à toutes ces actions dont vous pouvez aussi retrouver aujourd'hui, c'est vraiment ce côté où en venant expérimenter, essayer, échanger, il y a cette idée du faire, d'apprendre à faire, et du coup d'avoir un choix réel en fait, d'avoir des possibilités réelles. Donc ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ça me permet aussi, pourquoi pas, de parler des ateliers, des animations et du coup qui, comme disait Carole, sur lequel vous êtes tous invités, mais qu'on peut retrouver déjà aujourd'hui sur le lieu. Donc je pense notamment par exemple à l'atelier vélo. C'est ce que disait Carole en fait, que le café associatif en fait vous l'avez approché, vous le concevez comme j'ai envie de dire une branche supplémentaire de ce qu'on peut trouver sur le site de Tetris, de la Marigarde, qui vient compléter ce qu'on peut déjà y trouver régulièrement tous les jours, les ateliers tous les jours. Mais c'est dans une autre ambiance, dans une ambiance de café. Très ouverte comme un salé aujourd'hui, mais moi je répète cette proposition de pousser de la porte, de s'inviter à le faire, puisque c'est déjà le cas aujourd'hui. Alors le compléter certes, mais surtout l'enrichir, parce que tout à chacun on a des propositions à faire, des envies, des besoins, et que c'est ce lieu qui pourrait permettre effectivement de les exprimer et de comment collectivement justement on pourrait faire de nouvelles propositions à animer justement également à plusieurs.
Il y a un autre projet qui est en train de se réfléchir à Grasse actuellement. C'est la maison des parents et des enfants, qui est portée par une des associations qui fait un gros boulot dans le centre-ville historique, qui est d'une rive à l'autre. Donc vous pouvez aussi contacter si un projet autour de la parentalité vous intéresse. On va peut-être parler puisque le site est ouvert, mais qu'il y a une fois par mois une porte ouverte. Peut-être parler du marché libre de la Marigarde et de ce qu'on peut y trouver. Donc effectivement tous les 3e samedis du mois, donc de 10h à midi, voire un petit peu plus. Donc le samedi qui vient là. Voilà, exactement. Ça tombe à point nommé. Du coup, on peut retrouver énormément d'activités qui sont proposées par plein de structures différentes. Donc on peut retrouver par exemple le Repair Café qui propose d'accompagner. Donc c'est des bénévoles qui accompagnent sur la réparation d'objets. Donc si vous avez des petits électroménagers en panne que vous ne souhaitez pas jeter, les réparateurs bénévoles du Repair Café vont en tout cas essayer de faire la réparation et de prolonger la durée de vie de votre matériel, avec toujours un café d'accueil. Avec toujours un café d'accueil. La convivialité, le lien reste la base des Repair Café. On peut aussi retrouver du coup au niveau de l'association Evaleco, vous pourrez échanger autour de la citoyenneté européenne, hein, donc ce samedi. Mais vous pourrez aussi donc venir sur les jardins, donc les ateliers jardins que vous pourrez retrouver donc avec l'idée de tout le monde en fait peut apprendre à jardiner, peut jardiner chez soi, et en fait c'est des ateliers autour de cette réappropriation. Et comme c'est Carole qui les anime. C'est incroyable. Comestible. Donc on pourra aussi retrouver ce samedi le laboratoire de fabrication numérique, le Fab Lab, qui est aussi porté par l'association Evaleco. Donc si vous avez envie de découvrir le fonctionnement d'une imprimante 3D, si vous voulez vous familiariser avec ce type de fabrication, bien vous avez la possibilité de participer aux ateliers. L'association Choisir Initiative Vélo est ouverte, elle, de 9h jusqu'à 16h30. Donc toute la journée du samedi. L'association propose un atelier participatif. Vous venez apprendre la maintenance de base des vélos, mais pareil, venir boire un café de la même façon. La Meute, la coopérative alimentaire, est ouverte aussi le samedi. Donc vous pouvez venir rencontrer ses membres et vous faire expliquer l'intérêt de la coopérative alimentaire sur le territoire. L'association d'une rive à l'autre, justement, sera présente ce samedi. Donc voilà, si la Maison des parents et des associations vous intéresse, vous pourrez venir directement leur en parler. Et enfin, le réseau des initiatives de transition avec la NEF, la Banque Éthique, Enercop, Terre de Liens, tout ce qui constitue le réseau de la transition sur le territoire. Voilà, ça vous souhaiter une belle soirée à toutes et tous à l'écoute d'Agora Côte d'Azur. Merci.